bienvenue sur cette chaîne YouTube, une chaîne dédiée à l'amour, où je fais rayonner les différentes facettes de l'amour pour passer de l'amour amoureux à une vision multidimensionnelle de l'amour. Et pour cela, j'interviewe des entrepreneurs inspirants qui vont vous parler de ce que veut dire pour eux l'amour dans le business, quelle forme ça prend, comment est-ce que ça se décline pour eux et dans leur quotidien. Ils vont également faire le lien avec l'amour amoureux, qu'ils soient en couple ou pas, qu'ils décident de nous parler de leur relation amoureuse ou pas. Et finalement, on va voir comment ces deux pans de l'amour dansent et collaborent avec l'amour de soi. Donc bref, c'est un voyage à 360 degrés sur le thème de l'amour auquel je vous invite aujourd'hui. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Patty Canac. Bonjour, Bonjour, moi aussi je suis très contente qu'elle m'interviewe parce que, pour tout vous dire, c'est une personne que j'adore, donc je suis ravie. Merci Patty. Moi aussi je suis hyper contente de t'avoir sur la chaîne. Est-ce que tu pourrais te présenter? Parce que voilà, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton métier? Alors, mon métier, c'est d'être aromacologue, experte en olfaction. Donc, aromacologue, les huiles essentielles pour la sphère psycho-émotionnelle. Et puis experte en olfaction, puisque tout mon trajet a été sur le parfum. Ouais, tu peux peut-être justement développer, parce que c'est intéressant aussi ton parcours par rapport au parfum, parce que si je ne me trompe pas, Patty, tu viens d'abord de l'industrie du parfum, on va dire. Tout à fait. Et après, tu t'es intéressée aux huiles essentielles et oui, c'est exactement dans ce sens-là. En fait, au départ, quand on aime les odeurs, bien on ne sait pas trop où aller et que faire. Oui. Donc, ce qui se présente, c'est simplement des écoles qui forment les nez. Donc, les parfumeurs. NEZ. NEZ, notre nez. Voilà. Donc, on rentre dans ces écoles-là et on fait un apprentissage. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Et moi, en l'occurrence, comme je ne suis pas tout à fait toute jeune, eh bien, j'ai appris ce beau métier sur le terrain et je me suis fait former par des grands maîtres parfumeurs. Donc, une formation de parfumeur, c'est avant tout connaître la botanique, connaître ses terroirs aussi, et puis savoir mémoriser toutes les odeurs qui nous viennent au nez. Donc c'est ça. Donc on devient parfumeur senior après 10 ans de pratique. Donc si je te comprends bien, si je te suis bien, c'est vraiment apprendre un espèce de lexique, une grammaire, je ne sais pas, tu dirais ça comment? Oui, alors déjà tu as la grammaire, mais tu as aussi développé l'odorat. Bien sûr. Parce que quelqu'un de normosmique, de normal, oui, va pouvoir connaître en moyenne 200 odeurs. Quand je dis connaître, c'est identifier 200 odeurs, okay. 250 odeurs. Et quelqu'un comme nous, eh bien, nous sommes sur les 3000, 3500 odeurs. Donc c'est cette différence. Oui, donc ça explique évidemment les 10 ans dont tu parles, où on entraîne en fait son nez. C'est ça. Ça. Et tu peux peut-être alors expliquer quelle a été la jonction justement, Patty, avec, là tu as expliqué ton parcours plus en tant que nez dans le monde du parfum, tu travailles aussi en aromacologie, tu travailles aussi avec les odeurs naturelles, comment tout ça s'est mis en place en fait? C'est un chemin qui en fait un fil conducteur. Quand on développe son odorat, automatiquement on s'intéresse à où vont les odeurs. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je me suis intéressée à la partie neurologie. Chaque odeur va aller dans la partie limbique. Donc, toute cette partie du cerveau m'a passionnée. Oui. Puis, une fois que j'ai compris que les odeurs étaient véritablement, comme Proust l'a dit, la fameuse Madeleine, étaient mémorielles, je me suis mise à dire, mais tout compte fait, quand on fait, nous, des parfums avec des matières premières naturelles et de synthèse, ne pourrions-nous pas modifier cette palette et aller vers 100% naturel pour avoir encore plus de vibrations? Ok. Alors, tous les parfumeurs ne vont pas faire cette démarche. Moi, c'était une démarche un petit peu particulière qui était de se dire le végétal a sa propre vibration, comme une note de musique, tu vois, qui va vibrer à un tempo. Et là, quand tu vas la respirer, automatiquement, tu vas respirer toutes ces molécules vibratoires qui vont avoir une influence. Oui, mais c'est intéressant ce que tu racontes parce que je trouve qu'on bifurque déjà sur justement, je dirais, le thème central de notre interview qui est vraiment l'amour sous ses multiples facettes. On va commencer par l'amour dans le business. Je pense que ce que tu étais déjà en train d'évoquer là, c'est l'amour des matières premières. Ah oui, complètement. L'amour des matières premières, quand on aime les matières premières, on aime automatiquement où on les trouve, c'est-à-dire le végétal.
Moi, je suis très attirée par particulièrement les arbres. J'ai une attirance vers les arbres, les cyprès, les bois de santal, tout ça. Je suis extrêmement liée à la nature, aux forêts, quand je me promène dans les forêts avec l'alpha-pinène, etc. Donc, c'est un amour botanique. Pour moi, le règne végétal a autant de valeur que l'humain. Oui, je vois, je vois. C'est une âme proche, au même style que les pierres, qui peuvent avoir une âme. Et donc, du coup, ce travail, cette passion a été rendre hommage à cette nature qui m'a quand même fait grandir. Ok, donc j'entends bien, comme tu dis, bâti vraiment un amour des matières premières, un amour des plantes, un amour de la nature. Si tu devais décliner justement dans ton métier à toi, où se porte encore l'amour en plus, au-delà des matières premières? Alors, encore plus dans la terre. D'accord. Tout te dire, encore plus dans la terre. Parce que je trouve que nous sommes à un carrefour de notre vie où on malmène cette terre. Quand tu dis la terre, tu dis vraiment la terre au sens Gaïa, pas la terre, la terre qu'on cultive, quoi. Si, la terre qu'on cultive. D'accord, ok. La terre qu'on cultive. Où je trouve, où malheureusement, on a épuisé. Oui. On a été un peu trop loin, même beaucoup trop loin. Et on n'en a pas conscience qu'on termine notre panier de produits, je veux dire. Oui. Et donc, malheureusement, on tire des systèmes d'alarme sur des choses sur lesquelles c'est presque fini. Oui, quelque chose auquel tu en avais déjà parlé dans tes formations, c'est quelque chose que toi, tu rencontres vraiment dans ton quotidien, à savoir des plantes, où je me souviens que tu avais parlé notamment de fleurs, qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Complètement, parce que c'est épuisé, tout bêtement. Oui, c'est ça. Et on a malheureusement, je pense, peut-être que je me trompe, et tant mieux, l'humain a cette ridicule notion de ne voir qu'à sa portée de yeux. Il ne se rend pas compte les tonnages, les quantités à l'autre bout. Oui, c'est ça. Quand tu as un feu qui se propage à l'autre bout, automatiquement, ça a répercussion sur nous. Oui, bien sûr. On est une chaîne. Et ce qui se passe au jour d'aujourd'hui m'inquiète particulièrement. Parce que pour moi, je suis extrêmement liée. Donc automatiquement, je me ressens un petit peu plus inquiète. Parce que toi, justement, quand tu dis inquiète, c'est dans le sens que les matières premières que tu as du mal à trouver, tu te dis que, voilà, toi, ça t'impacte dans ton métier, mais que c'est bien plus large que ton métier parfumeur. C'est bien plus large, parce que vous-même qui habitez probablement proche d'une ville ou même dans des lieux plus petits, vous vous rendez vite compte que l'urbanisme prend des chemins de plus en plus rapides. C'est-à-dire que tu as plus en plus de constructions, de goudron, et donc la végétation, là aussi, grignote. Donc, peu importe le végétal, qu'il soit odorant ou pas odorant, j'allais dire, on va laisser quoi ou que va-t-il se passer puisqu'il disparaît de notre angle visuel. Oui, c'est ça, je vois ce que tu veux dire. Donc ici, peut-être par rapport aux matières premières, donc je pense que tu as en effet bien fait le tour par rapport à tout ce que ça implique pour toi. Quelles seraient, donc tu disais les matières premières, tu disais la terre, où est-ce que tu retrouves encore l'amour dans ton... Chez l'humain. Je m'en doutais. Chez l'humain, bien sûr. C'est-à-dire... Ma question était orientée. Oui, parce que sinon je resterais toute seule dans ma forêt. Non, chez l'humain, l'idée c'est automatiquement être simplement et humblement un pont, un lien, et puis le partage. Moi, l'humain, l'amour des autres, c'est ce qui me fait vibrer aussi. Mais c'est quelque chose qu'on ressent aussi très fort, je trouve, quand on suit des formations avec toi. C'est vraiment cette envie de donner, toute cette passion aussi que tu transmets. Et je pense aussi la passion de ton métier, parce qu'il y a un réel amour de ton métier, en fait. Oui, c'est ma vie. Mon métier, c'est ma vie est mon métier. Voilà, c'est chaque jour quand je me lève, eh bien, j'y vais en sifflotant et je souhaite à tous ceux qui vont écouter cette chaîne de faire pareil, de dire j'ai trouvé un métier qui correspond à mes entrailles. Oui, c'est ça. À ce que tu vibres au fond, quoi. Oui, tout à fait. Donc si je résume, parce que j'aime bien faire ça, si je résume, c'est vraiment, donc il y a un amour des matières premières, un amour de la terre, Gaïa, mais aussi la terre qu'on cultive. Tu parlais d'un amour de l'humain, mais je pense qu'elle se transmet au travers de ta propre transmission, en fait.
la manière dont tu donnes tes formations, pour avoir quand même assisté à plusieurs de tes formations, je pense qu'on le retrouve aussi là. Tu disais l'amour de ton métier, et quelque part ça me fait penser aussi, je sais que tu travailles aussi dans le milieu médical, peut-être il y a aussi un amour de l'humain là derrière. Bah oui, tu peux peut-être un peu raconter ce que tu as fait. En fait, je me suis posé cette question, je me suis souvent posé des questions dans ma vie et me dire, mais tout compte fait, parler du beau, parler des parfums, qu'ils soient naturels ou pas, Oui. mais c'est bien beau, mais lorsque nous sommes dans un monde qui nous pénalise, l'hôpital en l'occurrence, quand on passe des longs séjours et que l'on se sent éloigné de tout contact vers l'extérieur, eh bien, ma seule volonté était de rendre les odeurs accessibles et permettre aux personnes qui étaient alitées de découvrir que leur nez, qui était positionné en plein centre de leur visage, pouvait les aider à voyager. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc l'amour de nous tous, parce qu'un jour ou l'autre, eh bien, peut-être que ça nous arrivera, de nous dire, tiens, tout compte fait, voilà, on va pouvoir sentir des odeurs, être en contact. Et donc moi, je suis comme le petit lutin de Blanche-Neige qui va ramener un petit peu, pourquoi pas, des odeurs là. Et donc c'est un partage humain avec des odeurs. C'est un peu une offrande olfactive. Ouais, une offrande olfactive, c'est beau, Est-ce que tu pourrais raconter, parce que je trouve que j'adore cette histoire que tu m'as déjà racontée et elle illustre très très bien, je trouve, tout ce que tu viens d'expliquer, c'est l'histoire avec le jeune homme et le chewing-gum à la menthe. Ouais. Alors c'est un jeune homme qui a eu malheureusement un accident assez important et qui s'est retrouvé dans une phase de coma lourde, lui qui était un étudiant hors pair, qui avait terminé toutes ses études. Et quelques mois juste après son diplôme, il se retrouve amputé de la vie, puisqu'il se retrouve dans le tunnel du silence. Il faut savoir que le tunnel du silence, quand on est dans un hôpital, c'est terrible parce que vous n'avez que le bruit des machines. Oui, bien sûr. Tu es branché, donc tu as le bruit. Et puis tu as la famille qui vient avec toute cette tristesse et démunie, tu es là. Et ce jeune homme était donc dans ce tunnel et n'avait pas forcément envie de ressortir. Et ressortir, pourquoi? Parce que quand on est dans un coma, on entend les sons. Et puis l'horloge du manque n'existe plus comme notre horloge à nous. C'est ça. Le temps n'a plus sa même valeur. Ça, c'est ce que me disent les neurologues. Donc, un chef de service me dit, écoutez, voilà, vous allez essayer, là, pourquoi pas, de tenter, avec ce sens olfactif, d'aller lancer un hameçon. Et donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, c'est déjà endosser cette responsabilité dans une équipe, parce que je ne suis pas allée toute seule, tu vois. Il y a toute une équipe, on surveille. Je passe les détails de déballonner, puisque quand on est branché, moi, il me faut que les narines fonctionnent. Donc, il a fallu nettoyer le nez, débrancher. Et là, on lui a fait sentir, je lui ai fait sentir l'odeur exacte de ce qu'il aimait avant cet accident, qui lui tenait à cœur. Et ça, tu t'es renseigné auprès de la famille, auprès de la famille, c'était l'odeur du chewing-gum à la menthe. Et là, on lui envoie cette odeur dans son tunnel. Et au départ, il ne se passe rien. Imaginez, c'est pas la baguette magique, j'arrive pas, top, le type se lève, ça y est. Il se réveille comme dans les films, oh, génial, je le mâchouille. Non. Là, l'idée, c'était, hop, on essaie, puis rien. Hop, on recommence un autre jour. Le fil de la patience a eu bénéfice. Ah oui, donc ça s'est étalé sur plusieurs jours. Plusieurs jours. D'accord. Et tout doucement, on a eu un petit doigt qui a bougé léger. Automatiquement, quand on est tous, on était une équipe, donc toute l'équipe autour, la moindre mouche était déjà observée. Donc on était sur le patient, il a bougé, t'es sûr, on vérifie et on recommençait. Puis au fur et à mesure, eh bien de cet hameçon de chewing-gum à la menthe, il a tissé comme ça sa liane, il est venu vers nous tout doucement, et puis il s'est mis de larmes qui ont coulé. Ça, c'était le début. Donc là, on a dit, aïe, on a touché quelque chose. On a touché la partie émotionnelle. Donc, ce n'est pas foutu. Et à partir de là, quand il s'est éveillé, vous savez qu'après un trauma crânien, on ne parle pas. Une fois qu'ils ont été éveillés, là aussi, le langage va mettre plusieurs
temps à revenir. Oui. Mais par contre, il a pu me dire, vous êtes la dame au Shundong. Waouh. Voilà. Et ça, c'est pour vous dire à nous tous là qui sommes, j'allais dire en catimini, mais pas forcément parce qu'on est nombreux, mais voilà, vous dire que votre nez ne vous laissera jamais tomber. On arrive avec le premier respire et on repart avec le dernier respire. Donc, votre nez, même si pour vous, vous dites « Oh, c'est insignifiant, je me mouche, je sens beau », non, votre nez, c'est le sens de l'intuition. Donc, automatiquement, c'est un sens qui peut te ramener loin, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais justement aux gens qui perdent l'odorat pour X ou Y raison, parfois suite à des choses psychologiques, parfois suite à des accidents? Qu'est-ce que tu aurais à... Alors là, c'est vraiment pas... Alors, si c'est uniquement IRM, lame criblée, totalement fusillée, malheureusement... Oui. On ne peut plus rien faire. C'est une amputation. Quand on est amputé, oui, comme quelqu'un qui se amputé d'une jambe ou d'un bras. C'est ça, tu ne peux plus rien faire. Par contre, si c'est une hyposmie, c'est suite à un vaccin, suite à une grippe, un choc émotionnel, là, on n'a pas une amputation de cette lame criblée. Ce qui veut dire que je les sollicite à ne pas laisser endormir leur sens. C'est ça. Hein? Ne vous laissez jamais dire... Tu sens pas aujourd'hui, c'est foutu jusqu'à jamais. Tu sentiras plus jamais. Ouais, je vois. Ça, c'est pas vrai. Donc, à partir du moment où la lame criblée est toujours intacte ou presque, ou presque. même il y a des petits soucis, mais la personne peut... Tu peux jeter en 2 mots, c'est quoi la lame criblée? Oui, c'est en fait la jonction, les odeurs vont traverser cette lame criblée pour aller dans le bulbe olfactif qui lui-même va se retrouver dans le système limbique, siège des mémoires et des émotions. Et cette lame criblée est très fine en fait. Oh là, c'est 3 cm². Ouais, c'est ça. Donc avec des tu peux même tomber d'un escabeau, tout à fait. Abîmé. Tout à fait. Ok, donc si tu disais donc, par rapport aux personnes, si on doit résumer peut-être par rapport aux personnes qui ne sentent pas ou qui ne sentent plus, mais si la lame criblée est complètement atteinte ou détruite, on peut comparer ça à une amputation, comme tu disais. Si la lame criblée est toujours en partie intacte ou intacte, c'est l'entraîner et... L'entraîner. Ouais. Alors ceux qui malheureusement écoutent et se disent j'ai ma lame criblée qui confirme que c'est fini, ne vous laissez pas du tout abattre. Parce que n'oubliez pas que la langue c'est un véritable laboratoire. Donc qui dit laboratoire, vous pourrez découvrir le croquant d'une chips, vous pourrez découvrir le pétillant, c'est ça. Vous allez pouvoir avoir des sensations kinesthésiques qui sont extrêmement intéressant. J'ai eu un patient comme ça. Que tu ne te donnes peut-être pas la possibilité ou l'accès quand tu sens en fait. Parfait. Ouais. Tu l'oublies. Tu dis, bon bah tu sens, du coup tu vas au plus rapide. Exactement. Tu l'oublies. Oui, tout à fait. Tu disais, tu avais un patient, tu parlais des sensations. J'avais un patient qui, curieusement, n'avait plus d'odorat. D'accord. Et pour tout vous dire, il n'en avait jamais eu. C'est-à-dire que cette lame-là n'existait pas. N'existait pas. C'est curieux. C'est la première fois que j'avais vu ça. C'était à l'hôpital Lariboisière, il y avait une IRM, on me dit, bah, regarde, qu'est-ce qui se passe? Et ce patient arrivait à te parler, à te décrire le plat, mais avec le croquant, le velouté. Or, généralement, tu manges une pêche, tu ne vas pas t'imaginer la partie de... Et lui, il y passait un temps fou. Oui, il avait développé autre chose en fait. Hyper sensoriel. La moutarde, il était capable de dire bah, celle-ci est différente de celle-là parce qu'il y a ça. Nous, on voit le pot, tiens, échalote, tiens, piment, tu vois ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Super. Écoute, là, je pense qu'on a fait en tout cas par rapport aux différentes facettes de l'amour dans ton métier, je pense qu'on a bien fait le tour. Et justement, donc, pour toi, quel serait le lien entre l'amour amoureux et ton business? Est-ce que ça a eu des influences à certains moments dans ta vie? Est-ce que ça en a toujours aujourd'hui? Comment tu... Ou est-ce que pour toi, ce sont deux choses totalement séparées? Ah non. Alors là, moi, très sincèrement, si j'avais pas le compagnon qui chemine avec moi, je serais peut-être pas aussi épanouie. D'accord. Alors, c'est tout simple. L'homme qui chemine dans ma vie est une personne, j'aime pas dire le mot personne parce que c'est l'homme que j'aime, mais c'est un soutien extraordinaire parce qu'il me porte. D'accord. Donc, je crois, c'est même pas je crois, tu vois, tu me poses une question qui est hyper profonde. Ouais. Je n'en serais pas là s'il n'était pas là. D'accord. Parce que
il est présent. Même quand je suis seule avec toi, je sais qu'il est derrière. Oui, c'est ça qui te soutient. Il me soutient. D'une part, il me soutient. D'autre part, on est sur la même longueur d'onde. L'amour des uns, des autres, le partage, on est exactement pareil. Et puis, il y a une chose énorme, c'est pour moi un miroir. D'accord. Tu vois, c'est un miroir. Je me sens remplie de lui, même s'il n'est jamais devant la caméra ou non, c'est pas quand c'est pas le style, mais c'est quelqu'un qui, voilà, ta question, c'est 100% évident que s'il ne faisait pas partie de ma vie, j'en serais pas là aujourd'hui. Ouais. Donc si j'entends, c'est vraiment pour toi l'amour porteur. Est-ce qu'on peut parler de couple créateur? Je sais pas, est-ce que ça t'évoque ou autre chose qui te parlerait davantage? Non, mais oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est une rencontre dans sa vie. Je l'ai rencontré tard, on va dire. Donc j'ai cheminé avec d'autres jolies expériences. Ouais. Mais c'est pas le père de tes enfants, par exemple. C'est pas le père de mes enfants. Mais, donc, j'allais dire, le père de mes enfants a compté énormément, sinon j'aurais pas eu mes deux magnifiques enfants. Mais je pense qu'il y a un temps pour tout. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça dans ma vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu dois te réaliser en tant qu'individu. Oui. Et il y a un temps où tu as envie de te dire quel chemin je prends et quelle est la main que j'aimerais tenir avec la mienne et être en paix. Le paix de mon cœur, le paix de l'âme, eh bien c'est l'homme qui est avec moi aujourd'hui. Et donc si je comprends bien, dis-moi si ça te paraît juste, mais est-ce que du coup avec ton mari, le père de tes enfants, est-ce que c'était peut-être une autre vie dans laquelle tu travaillais déjà, dans laquelle tu avais déjà développé tout ce que ton métier, ou là c'était peut-être plutôt une période où c'était de faire des enfants, de fonder une famille, et comme tu l'as dit toi-même, tu as deux merveilleuses filles, et qu'avec l'homme avec qui tu es pour l'instant, c'est peut-être une autre facette de ta vie, une autre période. La première période, j'allais dire, je laboure mon chemin. J'adore l'image. Je laboure mon chemin, j'enlève les herbes, j'avance, voilà, et j'ai un homme... Tu débroussailles? Je débroussaille, et j'ai un homme fabuleux, qui est sympathique, qui est drôle, qui est rêveur. Généralement, je ne sais pas pour les autres, mais un peu à l'opposé de mon caractère, littéralement. Donc du coup, ça faisait un petit peu une forme de balance. D'ailleurs, c'est très bien parce que c'est une balance, mon mari. Donc, en fait, on se complétait. Moi, je lui ai amené ça, et puis de temps en temps, c'était lui. Oui. C'était la seule chose qui véritablement nous avait mis la balance à égalité, c'était nos enfants. Que l'on a voulu. Oui, on a eu énormément de mal pour les avoir, donc on les a vraiment voulu. Donc ça a été ça. Puis à un moment donné, ta balance, pouf, elle repart comme ça. Oui, bien sûr. Alors, très sincèrement, je vais être honnête, lui, il n'a pas changé. Il est resté pareil, c'est quelqu'un qui est un doux rêveur, donc il est resté pareil. C'est moi qui ai changé. Oui, c'est ça. C'est moi qui ai voulu avoir peut-être probablement autre chose, tu vois. D'accord. Ceci dit, ce premier mariage est important parce que cet homme-là est resté un de mes meilleurs amis. Oui, tout à fait, je sais pas. Ça reste quand même, c'est pas un mariage. Non, c'est resté quand même le meilleur ami, mais pas l'homme de ma vie. Ok. C'est pour moi une différence. Oui. L'homme de ma vie, c'est la personne qui rentre parfaitement. Il n'y a pas une histoire de balance pour moi. Il y a une histoire de... On ne cherche pas à qui apporte à l'autre. On se dit, tiens, on est là et on chemine. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas toi t'as fait ci, puis moi j'ai pas fait. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus cette forme. Oui, c'est un peu, on se porte l'un l'autre, on grandit ensemble, sans tu disais foncièrement, je te donne ça, tu me donnes ça, et ça s'équilibre au final. Quoi. Et est-ce que justement, c'était intéressant ce que tu disais, est-ce que, au moment où tu as dit, tiens, moi, mon premier mari n'a pas changé, c'est moi qui ai changé. Est-ce que tu as eu l'impression que toi, tu as eu d'autres ambitions professionnelles? Est-ce que tu as eu l'impression à ce moment-là, justement, que ton métier a joué un lien là-dedans? Ah oui, complètement. Alors là, pour le coup, le métier est devenu une bouée. D'accord. Et carrément, je me suis dit, peut-être que je faisais des choix stratégiques parce que j'étais en couple, parce qu'il y avait ses enfants, parce que c'était pas le bon moment, et que d'un seul coup, au moment où les choses se sont un peu écartées, de me dire, bon, mon oxygénation, ma batterie et ma passion, eh bien, je veux en faire autre chose parce que je me retrouve seule
Et de ce fait-là, je vais être probablement à l'écoute de moi-même maintenant. Tout à fait. Tu vois, Et c'était l'idée de monter à un niveau plus haut, d'être plus proche de toi, ça plus proche de moi. D'accord. Proche de moi. Et puis, libre. En fait, je pense que dans une recherche où les deux partenaires se séparent, qu'est-ce qui est le plus précieux? Ça devient la liberté. Tout ce temps devient extraordinaire parce que on va pouvoir se dire enfin, j'ai du temps pour moi, du temps pour me poser, du temps pour se voir vraiment, non plus en tant que couple, mais en tant qu'individu. Oui, tout à fait, individualité, tout à fait. C'est absolument génial parce que tu fais les transitions toute seule, c'est magnifique. Justement, ça va déboucher justement sur la dernière partie de cette interview qui est vraiment sur l'amour de soi. Mais là, tu as déjà commencé à y répondre en fait. Hein. Par rapport vraiment à l'idée de qu'est-ce que toi ça t'a apporté à un moment, enfin, cette séparation t'a permis de te reconnecter à toi, de te reconnecter, que ça soit à tes ambitions, que ça soit à ce qui vibrait au fond de toi. Est-ce que tu as autre chose à compléter par rapport à ça, si on le regarde un peu sous cet angle de l'amour de soi? Non, j'ai plutôt envie de dire que ça m'a aussi ouvert, alors si on parle un peu chakra ou autre, ça m'a ouvert la partie haut. C'est-à-dire j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, cette séparation m'a donné l'opportunité d'aller aussi vers la partie vibratoire, un peu spirituelle des choses, voir le sens caché des choses, parce que quand tu vas au fond de toi, ça te donne aussi envie de te dire tiens, mais qu'est-ce qui se passe d'autre? En fait, je me suis posé des questions qui m'ont permis de nourrir mon âme, tu vois? D'accord. De me dire, mais quel est le sens de ma vie? Je suis là pourquoi? Ok, ça j'ai fait, j'ai checké ça, j'ai checké ça. Qu'est-ce que je fais? Et si je te suis bien, c'est en quittant cette première relation que ça t'a permis de le faire. Et si je ne me trompe pas, tu as justement attiré dans ta vie, et en effet l'homme avec qui tu es pour l'instant, l'homme de ta vie, comme tu l'appelles, qui est vraiment justement une personne qui résonne de ce genre de choses. Oui, alors complètement. Moi, j'ai envie de te dire qu'on attire ce que l'on a envie, quelque part. Hein. Et j'étais certaine d'être capable de vivre seule avec moi. Ouais. Ça, c'était déjà énorme, de pouvoir me dire « Ah, mais je suis bien seule, du coup, je ne veux plus personne ». Surtout, tu n'avais besoin de personne. Personne, je veux personne, je veux être seule. Et puis, chemin faisant, quand on a envie de personne, et bien du coup, on trouve que les gens sont sympas, tout va bien, mais on n'est pas pressé. Enfin, moi, j'avais pas envie. Oui, tu n'étais pas dans une forme d'urgence. J'étais pas dans une urgence, j'avais eu tout ce que je voulais, tout allait bien, j'avançais, j'étais épanouie. Et là, va se présenter l'amour qui tape à la porte sans violence. Oui. Ça se fait tout doucement. Je pense que c'est plus dans les discussions de se dire tiens, on se rejoint là. Et à la limite, même il y a des discussions rapides parce que vous allez, enfin, ça s'imbrique tellement vite. Oui. Et là, d'un seul coup, ça devient une évidence. Tu as envie de te dire mais en fait, on est un. Il n'y a pas un et deux. On redevient un et on se parle, ou parfois même on était capable de se regarder sans se parler et de se comprendre. Et là, ça devient, c'est le cadeau, quoi. En fait, je crois que c'est le cadeau de la vie. Oui, en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est une notion, je pense, qui peut paraître assez bateau, mais qui est tellement vraie, qui est vraiment la notion de s'aimer soi-même avant de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui, comme tu l'expliques, il y aura vraiment, je pense qu'on peut parler à ce niveau-là, une réelle connexion d'âme à âme ou vraiment quelque chose au-delà de juste de la personnalité. Après, ça ne veut pas dire non plus que tu dois être complètement aimé dans toutes les facettes de toi-même avant de rencontrer quelqu'un, parce que parfois, moi c'est quelque chose que je vois parfois dans les accompagnements que je fais pour les femmes célibataires qui cherchent l'amour, c'est qu'elles ont parfois l'impression qu'elles doivent être tip-top nickel avant de rencontrer quelqu'un, mais du coup après c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que c'est aussi quelque part dans la rencontre avec l'autre que tu découvres des facettes de toi. Et t'as beau travailler autant que tu veux sur toi-même, et je trouve que c'est important, mais à un moment il y a des choses qui se travailleront dans le lien et dans la relation. Et puis dans le quotidien, pour tout le monde dans le quotidien, c'est en fait gommer l'ego, être à l'écoute de l'autre, prendre du recul sur certaines situations. Et puis ne rien prendre pour soi. C'est-à-dire que souvent, je pense,
je serais partie en quart de tour sur quelque chose qui m'aurait pas plu au Ça, c'est départ. d'origine italienne. Voilà, d'origine italienne, au quart de tour, puis je fais un peu feu, donc d'ailleurs un rouge. Au quart de tour, paf, je serais partie en mayonnaise. Donc Patty, on parlait de cette connexion d'âme à âme et tu me parlais aussi que tu sentais que ça vibrait à un autre niveau. Et oui, parce que ce qui est assez étonnant quand on est à deux, quand on chemine à deux dans la vie, eh bien, c'est qu'on a gardé quand même notre personnalité. Bien sûr. On a gardé une personnalité. Et bon, moi je suis feu d'origine italienne, voilà, Oui. Voilà, Je comprends. comme toi. Et donc il y a des moments, je pars, je peux partir. Mais à la différence, c'est que aujourd'hui j'aime reformuler. Ai-je bien compris ce que tu as voulu me dire? Parce que moi là, comme ça, tel quel, j'ai l'impression de... Et peut-être que si. Et je me rends compte qu'en face, il me dit non, t'as pas du tout entendu, t'as pas compris. Oui, c'est ça, t'as pas compris. Et d'accepter sans s'énerver, dire oui, en fait, bon, j'ai pas compris. Ok, j'ai pas compris. Donc, tu vois, il y a des choses qui sont intéressantes comme ça, de se dire qu'on est capable, quand tu es dans une fusion d'âme, genre l'ego, tu t'en fous. Oui, c'est ça. Tu t'en fous. Ça. Et tu acceptes facilement que l'autre te dit non, là, tu as dit une grosse bêtise. Oui. Accepte, ou là, t'es pas bonne. Oui. Et de ce fait-là, c'est presque un clin d'œil. Tu as envie de te dire, ben oui, il a raison, je suis pas bonne. Et tu t'en fais pas un drame. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport à la notion de l'amour de soi. C'est aussi comment est-ce que l'autre aussi t'apprend à t'aimer davantage. Ah oui, mais ça c'est clair. Ouais. Combien de fois? C'est-à-dire que tu apprends à t'aimer davantage et physiquement, parce que je peux vous dire que parfois on se regarde, en tout cas moi. Je pense que parfois on a tous des matins. Dire, mon Dieu, j'ai l'air d'une tarte habillée comme ça. Voilà. Et puis l'autre te dit, mais non ma chérie, t'es magnifique, t'es jolie. Du coup, ça change la donne que si quelqu'un me dit, oui, franchement, t'as l'air d'une tarte. Hein. Donc, ça, c'est évident. Et c'est surtout aussi, j'allais dire, cet échange permanent autour comme je te parlais tout à l'heure, de miroir. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu vois, pour moi, c'est un miroir, on se regarde plus de la même façon. Oui. C'est un miroir magique, pour le coup. Oui. C'est le miroir magique qui te permet de voir les choses avec un autre reflet. Oui, c'est ça, le reflet que l'autre te renvoie de toi-même. Complètement. Et qui te porte, et que tu portes. Hein, c'est un aller-retour. En fait, j'allais dire... On n'est plus sur une balance, en fait. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus fluide. Et comme tu dis, oui, moi, en tout cas, je trouvais que... Tu vois, tu envoies une balle, tu reviens. Tu renvoies. C'est ça, quoi. Pour moi, l'amour, c'est ça, la réussite, hein, en tout cas. Oui, non, c'est très chouette. Et ça rejoint vraiment ce qu'on parlait tout à l'heure sur le couple créateur, en fait. Et tiens, justement, donc, par rapport à l'amour de soi, on a parlé vraiment du lien avec le couple, de toi aussi, quelque part, tu en as parlé aussi un peu par rapport à ton business, comment te séparer t'a permis de te connaître davantage et d'aller aussi plus loin dans ta profession, dans ton métier, parce que tu étais au plus proche de toi, ce qui semble assez évident en fait. Et juste peut-être pour clôturer cette interview, et vraiment je dirais avoir fait le tour, où est-ce que tu dirais, au-delà de toi, que l'amour de soi se manifeste dans ton travail, dans ton business? Ça peut être pour toi, ça peut être pour les autres. Eh bien, dans le quotidien, j'allais dire. À partir du moment où j'arrive dans mon bureau et à partir du moment où je me pose, et je sais qu'autour de moi, j'ai tout ce qui me comble au niveau olfactif, hein, pour moi. Donc, je suis dans un bureau où il y a toutes les odeurs qui m'entourent. Là, déjà, je suis portée par elles. Oui, c'est ça. C'est ça. Curieux, c'est pas curieusement, je sais qu'elles ont une âme, donc elles me portent. Et une fois qu'elles me portent, moi c'est tellement plus facile de me retourner et d'aller redistribuer. Donc voilà. C'est super intéressant le lien que tu fais. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens? De quelle manière l'odorat, les odeurs, les parfums, quels qu'ils soient, pourraient être un vecteur d'amour de soi-même? C'est les odeurs et votre nez, c'est la connexion avec votre intuition. Ayez du nez, ayez du flair, vous aurez une bonne intuition. Si vous trouvez quelqu'un de beau physiquement, qui vous semble joli d'apparat, et que lorsque vous vous approchez, que vous nichez votre nez dans le creux de leur épaule, et que vous vous rendez compte que son odeur ne vous attire pas, quittez ce chemin.
aller Il y a vers quelque chose quelqu'un d'autre qui vous attend. peut-être de moins beau. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on souvent on dira entre nous filles, il n'est pas tout à fait ce que je voulais, mais il a du charme. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Parce que, en fait, quand votre nez est en adéquation avec l'âme que vous avez dans vos bras, bien là, vous savez que là-haut, c'est une bénédiction. Magnifique, Patty. Je trouve que c'est un magnifique mot de la fin. Est-ce que toi, tu aurais, justement, parce que c'est souvent la question que j'aime bien poser, d'abord, la première, c'est qu'il y a autre chose que tu as envie de rajouter, peut-être une question que je ne t'aurais pas posée, ou quelque chose que tu avais envie de partager, que tu n'as pas eu l'occasion de partager. Non, j'ai simplement envie de vous dire, portons-nous tous bien. Ok. Et ton mot de la fin, ça serait quoi pour clôturer cette interview? L'amour est probablement la plus belle chose qui existe ici-bas. Waouh, magnifique. Et heureuse que ça soit toi qui le portes. Merci. Et moi, si je devais, parce que chaque fois ici, je donne mon mot de la fin. Mon mot de la fin pour cette interview, ça serait vraiment la reliance entre l'âme et l'odorat. C'est vraiment ça. Je trouve que voilà, ça a occupé vraiment une grosse partie de l'interview. Et les dernières phrases que tu as dites juste avant de clôturer, je trouve que c'est vraiment oui, le lien entre l'âme et l'odorat, en fait. Écoute, Patty, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Merci aussi à vous tous en face. Et puis, à bientôt.